t'es même pas encore rentré, t'es même pas encore client, que tu veux tout, dans ce cas-là, faire financer ailleurs, quoi. Et on a encore comme ça des financements à 108%, mais sans le savoir, parce que la banque ne finance que 100%. Et aujourd'hui, l'acte en main fait partie des leviers qui sont légaux pour pouvoir justement éviter de payer les frais de notaire. C'est-à-dire que tu mets 50 000 euros alors que tu aurais pu mettre que 20 000, t'as une autre opération, désolé, mais ton argent, tu peux pas le récupérer. C'est ça. Et les gens en fait se focalisent sur « ah, je gagne pas assez », mais des fois, il faut se focaliser sur comment optimiser ce que j'ai. Et ça, pour moi, c'est un point important. Alors, bon, nous revoilà, Samir, c'est toujours un plaisir. V2, hein, on l'avait promis. Hein. ça s'est pas trop mal passé, donc on continue, c'est ça? Exactement. Pour les personnes qui sont, avec plaisir, pour les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, on vous avait promis une V2. On avait commencé sur le contexte social, économique, la hausse des taux, l'immobilier, premier investissement, etc. Donc dans cette V, on va faire un court résumé de quelques minutes et on va attaquer tout de suite sur l'envers du décor, l'immobilier après. C'est ça, pour aller un petit peu plus loin, donc dans le niveau entre guillemets de l'investissement. Présente-toi brièvement pour ceux qui n'ont pas vu la première. Donc, rapidement, moi c'est Samir, donc financier, courtier en prêt immobilier. Donc on trouve des solutions de financement pour l'investisseur. Et puis qu'on se le dise bien sûr, hein, c'est que quel que soit son niveau dans le financement, que ce soit le premier bien ou le 50e, eh bien on en revient toujours au même facteur limitant qui est bien entendu de lever de la dette, puisque l'idée bien sûr est d'utiliser le levier bancaire pour aller acheter de l'immobilier. Exactement. Alors dans cette V1, on avait presque terminé cette vidéo, on était un peu pris de court par le timing, on avait presque terminé sur cette vidéo pour expliquer justement les fondamentaux de la règle des 35%. D'un côté, l'investissement en nom propre, où on est bloqué rapidement, l'investissement en société, qui est décorrélé de ce type de bloquant. Et nous allions passer juste derrière la barrière, c'est-à-dire, en gros, comment on fait pour pouvoir démultiplier les investissements sans plus se soucier justement de cet endettement. Ouais, absolument. Alors, juste un petit rappel justement, parce que l'une des questions qu'il y a en ce moment, notamment, c'est sur la hausse des taux. Donc encore une fois, certains vont nous dire que c'est plus le moment d'investir parce que les taux, encore une fois, étaient à 1%. Et donc, alors évidemment, il y a des avantages à ça. Donc avant de parler, si tu veux bien, donc de bien sûr, les acquisitions, clairement. Ça va être l'idée bien sûr de voir justement les avantages aujourd'hui à cette hausse de taux. Parce qu'évidemment, et on en revient justement à la fameuse vidéo qu'on a fait plus tôt, c'est que soit on voit les problèmes, donc on se trouve des excuses, mais comme dans beaucoup de domaines, si on se trouve des excuses, on va pas très loin. Et donc sinon, on voit le bon côté surtout, mais le très bon côté de la hausse des taux. Alors, premier point d'abord, c'est sur le problème principal qu'il y a eu pendant la phase de hausse de taux. On a beaucoup parlé, c'est le taux d'usure. Bon, pour rappeler dans les grandes lignes, le taux d'usure, c'est un taux qui est maximum, au-delà duquel la banque n'a pas le droit de vous prêter d'argent. C'est-à-dire que même si vous êtes sous les 35% d'endettement et que vous avez trouvé une opération, etc., eh bien, certains n'ont même pas pu investir à cause d'une problématique légale. Le taux d'usure était plus bas que le taux bancaire. Et puis vu que c'était inédit, la hausse des taux, elle a été explosive. Ils n'ont pas réussi à suivre. Voilà. En gros, les banques n'ont pas réussi à suivre. Au départ, même, c'était trimestriel, l'augmentation, après c'était mensuel. Voilà. C'était calculé de manière trimestrielle au départ. En gros, on faisait une moyenne des 3 derniers mois de taux. Typiquement, on avait une moyenne sur 3 mois qui était par exemple à 2%. On rajoutait une constante légale qui est de l'ordre de 1/3 des 2%. Donc ça faisait par exemple du 2,6%. Et donc, si on avait un taux qui dépassait ces 2,6%, eh bien la banque n'avait pas le droit de vous prêter d'argent. Même si elle était d'accord, vous étiez d'accord. Ouais, clairement. Mais là, bon, bref, voilà. Donc pas possible d'investir. Premier avantage à cela qu'on voit aujourd'hui et auquel il faut penser, c'est que pendant tout ce temps-là, les banques, n'ont pas fait de crédit, sachant que le métier premier de la banque, c'est de vendre de l'argent, donc ce qu'elles n'ont pas pu faire pendant un certain temps. Et autre chose, c'est que le prêt immobilier, c'est un produit d'appel pour les banques. C'est pas une finalité. Non. Pourquoi ? Parce que vous allez investir. Première chose que vous allez faire, notamment si ce n'est pas votre banque principale aujourd'hui, la banque va vous dire « Ok, je vous finance », très peu d'apports, etc. Donc avec des conditions qui sont attractives pour un client. Mais en contrepartie, bien sûr, c'est de domicilier ses comptes, notamment ses revenus, ses flux dans la nouvelle banque. Parce que la banque, bien sûr, travaille non pas avec les taux bancaires, parce que, encore une fois, c'est un produit d'appel, donc elle limite vraiment les marges qu'elles font sur les prêts immobiliers. Par contre, derrière, comme tu le sais, elle rajoute équipement, bien sûr, carte bleue, chéquier, assurance, etc. Bien merveilleux. Sûr. Là, vous pouvez appeler votre banque demain. Vous dites que vous avez une MRH, multirisque habitation, à renégocier. Pas de souci, je suis dispo. Clairement. Je suis hyper dispo. Pour un crédit immobilier, bon, pas tout de suite. Voilà, parce que les marges sont pas du tout les mêmes. Clairement.
Et donc voilà, donc ça reste un produit d'appel. Donc tout ça pour dire que moins de prêts, moins de nouveaux clients. Donc aujourd'hui, rattrapage. Ouais, clairement. C'est-à-dire que les banques ont besoin d'attirer des clients. Si vous voyez, donc pas pour faire de pub, mais il y a des affiches dehors sur les arrêts de bus d'une certaine banque en particulier, jaune et bleu notamment, qui disent qu'on fait 2000 prêts immobiliers par mois. Et donc c'est quoi le but? Ils font de la pub pour faire du crédit immo. Pour récupérer du client. Et récupérer du client. Bien Donc sûr. voilà, toujours penser à ça, que là, il y a vraiment une opportunité aujourd'hui pour aller chercher du financement bancaire. Ouais, clairement. Voilà. Ouais. Alors, je sais pas si tu veux dire un... Non, moi c'est bien ce que j'ai ressenti aussi. Hein, c'est que, alors, ce qui m'étonnait un petit peu justement, c'est que tout le long de l'année, effectivement, on a vu par rapport au taux d'usure où on a eu des bloquants, l'augmentation des taux qui ont fait peur à certaines personnes de passer à l'action. Effectivement, il y a une réduction drastique du nombre de transactions immobilières, à peu près de l'ordre de 30%. Certaines personnes ont eu la lecture justement de ce marché baissier comme l'annonce de quelque chose de grave où il fallait tout arrêter, etc. Et cette peur qui s'est généralisée a ralenti drastiquement le marché immobilier. De l'autre côté, il y a ceux qui ont des taux immobiliers, des taux à 1%, 2%, qui ne veulent pas vendre parce que s'ils vendent, ils vont racheter à des taux supérieurs. Donc on se retrouve avec une stagnation du marché. Pour moi, c'est le deuxième point vraiment de négociation très important, c'est de savoir la posture dans laquelle sont les vendeurs aujourd'hui. Ouais, clairement. Parce que, évidemment, tu l'as dit, moins de prêts immobiliers, ça veut dire... moins de potentiels acquéreurs. Ouais, moins d'acquéreurs, moins de capacité pour les acquéreurs. Et donc des temps de vente beaucoup plus longs pour les vendeurs. Ouais, clairement. Donc des vendeurs qui ont du mal à vendre, ça y est, tu as fait le rapprochement, c'est des négociations qui sont beaucoup plus importantes. Ils continuent à payer des charges, ils continuent à payer de l'eau, l'électricité, la taxe foncière, etc. Ce sont beaucoup de charges qui s'accumulent. Oui, et puis surtout, quand tu vends, c'est pour une raison. Oui, tu es dans le besoin, bien sûr. Soit pour de la trésor, soit pour racheter autre chose, etc. Comme tu l'as dit. Parce que tu déménages, etc. Ou ta famille s'agrandit. Ouais, bien sûr. Dans un T3, tu viens d'avoir un gosse de plus. Clairement. Voilà, et c'est des raisons qui peuvent être plus ou moins urgentes. Et donc, le sachant, on ne va pas dire que le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais en tout cas, on a le droit aussi d'être dans un business. Ouais. Et puis donc de négocier ce qu'on est en mesure de pouvoir négocier. Donc c'est là où, pour le coup, et juste pour en revenir aussi à tes activités, c'est que pour moi, se former, c'est évidemment important, mais surtout le plus tôt possible. Ouais, clairement. Parce que même si on veut investir, et certains se disent peut-être que je vais me former un certain temps, j'investirai peut-être que dans 6 mois ou 1 an. Ok, mais si tu vois une opportunité en 3 semaines... Mais il ne la verra pas, il n'est pas formé. Ouais, il ne la verra pas. Comment déceler une opportunité si tu n'as pas les cartes pour le faire? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours être prêt. Oui, clairement. Il faut être prêt, autant de connaître sa capacité d'emprunt pour faire des offres assez rapidement, toujours être prêt. Bien sûr. Et surtout pas manquer, donc tu parlais du FOMO, effectivement, mais c'est de ne pas manquer d'opportunités. Ouais, mais tu vois, quand on parle de formation et d'opportunités, moi j'ai un exemple pour tout, mais cet exemple-là, il est cool aussi. Mes parents, en fait, on avait un petit terrain à Montalivet, parce que mes grands-parents avaient une petite maison, et mon grand-père a racheté pour 3 francs 6 sous, je crois, de 300 € 1,5 hectare de terrain. Et il a divisé en 4 pour donner un terrain à chaque enfant. Aujourd'hui, je crois que le terrain vaut 400 €, ça vaut vraiment rien, mais on a un petit morceau de terrain. Et en fait, juste derrière ce terrain, avec mon père, ce qu'on aimait bien, c'était aller chercher des champignons. D'accord ? Et on partait tout le temps avec mon père, et mon père revenait toujours avec un panier plein de champignons, et moi, je revenais toujours avec 0. Pourtant, on allait dans la même forêt, on marchait au même endroit. Sauf que lui, les champignons arrivaient dans son panier, et moi, ils finissaient sous ma chaussure. Et finalement, l'anecdote qui est importante, c'est que la différence entre mon père et moi, c'est un peu comme la personne non formée, la personne formée, c'est que lui, il arrivait à voir ce que moi, je n'arrivais pas à voir. Il y a des personnes qui scrollent sur Le Bon Coin, qui cherchent des biens immobiliers, qui finalement voient que des trucs pas rentables, etc. parce qu'ils n'ont pas le regard pour, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas été formés. Et finalement, ils arrêtent avant même d'avoir commencé. Et le message que je voudrais faire passer, c'est qu'à l'instar de ce jeune Jérémy à l'époque qui cherchait ses champignons et qui finissait sous les chaussures, au lieu d'écraser vos rêves et vos potentiels investissements, formez-vous pour avoir les lunettes de l'investisseur et automatiquement avoir une lisibilité globale du marché pour vous positionner le plus rapidement possible. Ouais, c'est voilà, une image vaut 1000 mots, effectivement. Mais c'est vrai. Et alors, factuellement aussi, on peut le vérifier avec des investisseurs de différents niveaux. Typiquement, quand tu commences, tu cherches vraiment le truc exceptionnel, le truc hyper rentable, et surtout, tu ne sais pas le trouver. C'est déjà, tu ne sais pas ce qui est rentable, comme tu le dis. Alors que des investisseurs qui ont déjà investi 10 fois, 15 fois, 20 fois, leur seul facteur limitant, c'est le financement. Ouais, des projets, ils en ont 4. Ouais, c'est ça. Il y en a 4, 5 là. Ouais, si je peux même en faire un de plus, je le ferai un de plus. Il y en a partout. Donc, voilà. Après, on sait les trouver. Et donc, le facteur limitant reste le financement. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on évoque ici donc, les avantages de ce contexte, parce qu'il s'agit encore de voir avec les lunettes justement de l'investisseur qui connaît son marché.
les avantages donc, à tirer donc, des taux actuels, hein, donc, depuis la hausse des taux. Donc on en a parlé hein, voilà, donc, pour résumer donc, du fait que les vendeurs ont besoin de vendre assez rapidement. Les banques ont besoin de faire du crédit, d'attirer des clients. Bon, déjà 2 leviers qui sont quand même... On arrive dans une phase importante du marché là. Ouais, super important. Et puis on parlait donc plutôt tout à l'heure des années précédentes. Ouais. On a fait un petit retour 10 ans en arrière, par exemple, les taux étaient plus hauts, on revient à un équilibrage, on va dire. En tout cas, voilà, la courbe se rapproche des années précédentes. Et donc l'un des avantages des années précédentes, pour ceux qui ont de l'immobilier et qui l'ont conservé, c'est qu'évidemment, tu n'es pas sans savoir qu'on peut renégocier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc nous, en 2019-2020, on passait, pas notre temps, mais on faisait énormément de renégociation, de rachat. Donc effectivement, c'est plutôt un rachat, ou des renégos pour certains. Tout bénef. Ouais. Et après, déjà, tu as un cachot, tu as un truc qui est déjà rentable. Ouais, si demain, en plus, tu perds 2 points, alors, on va pas dire que les taux vont baisser demain, hein, c'est pas le cas. Bien sûr. Mais c'est de la plus-value latente. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, avant de passer justement à la solution, les solutions pour aller au-delà des 35%, etc., je pense qu'il y a une phase importante, et là-dessus, on va être assez d'accord, je pense. Il y a une phase importante que les gens ne maîtrisent pas ou maîtrisent peu. D'ailleurs, ça fait partie du 2e module de ma formation, juste après le mindset, sur la partie financière, c'est-à-dire cleaner ses comptes. Et quand je dis cleaner ses comptes, c'est pas juste un truc bullshit, faut pas retirer d'argent. Non. Moi, je te parle de pouvoir racheter tes assurances, je te parle de pouvoir renégocier tes prêts, je te parle de renégocier le montant de ton forfait de téléphone, de tout ce que tu as en fait. Et en fait, on se rend pas compte, mais généralement, dans tout ce qu'on a, on peut gagner facilement 10, 20, 30% de capacité d'emprunt, rien qu'en faisant ça. Et les gens, en fait, se focalisent sur « Ah, je gagne pas assez », mais des fois, il faut se focaliser sur comment optimiser ce que j'ai. Et ça, pour moi, c'est un point important. Alors, parenthèse justement là-dessus, parce que justement, la délégation d'assurance, donc rapidement, hein, c'est le fait, vous savez que sur un prêt immobilier, il y a toujours une assurance emprunteur qui est accolée au prêt immobilier. Typiquement, si il y a décès et invalidité, il faut que la banque puisse récupérer ses fonds. Clairement. C'est pour ça que sur tous les prêts immobiliers, il y a une assurance emprunteur qui est accolée. Et pour le coup, et je rejoins, et c'est là où c'est important de se former, mais de la bonne façon. Pourquoi ? Tout le monde sait, en fait. 90% de ceux qui ont un prêt savent qu'ils peuvent faire une délégation d'assurance. Clairement. Mais des fois, il ne s'agit même pas de la faire, en fait. Parce que pour moi, se former, et c'est là où justement il s'agit d'avoir des hommes de terrain, c'est de savoir quand est-ce que c'est bon d'utiliser tel ou tel outil. Exemple, on en a parlé tout à l'heure des équipements en banque. C'est-à-dire que la banque aime bien sûr accoler son assurance, etc. Clairement. Donc il s'agit parfois de jouer le jeu avec la banque. Donc de prendre ces équipements pour justement améliorer votre scoring, tout un tas de choses que vous pourrez retrouver notamment dans les formations. Mais pour le coup, une délégation d'assurance, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, on peut gagner énormément d'argent dessus. 60 à 70%. Ouais. J'ai un client qui avait acheté, on va prendre des chiffres un peu plus gros pour que ce soit beaucoup plus révélateur, un appartement dans le 19e à Paris, en face des buts de Chaumont. 850 000 €, chose comme ça. La banque proposait une assurance emprunteur à quasiment 500 € par mois. Ouais. Alors évidemment, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Donc en soi, 500 €, pourquoi pas quoi. Donc pourquoi pas Sauf qu'on partait sur 25 ans. Pour la résidence principale, pour le coup, donc qu'on conserve assez longtemps. Et en délégation d'assurance, franchement, c'est hallucinant. Hein. Juste parenthèse, une délégation, on ne peut la faire, tu dois le savoir, qu'à garantie égale ou supérieure. Oui, bien on ne peut pas être moins bien assuré. Bien donc c'est que le prix qui peut changer, voire être assuré encore mieux. En délègue, on passait à 195 € par mois. Ouais. Bah, d'ailleurs, 300 € d'écart. Ouais, non, mais je sais. Par mois sur 25 ans, ça fait 90 000 €. En me donnant un exemple, moi, j'ai fait racheter une assurance là récemment. Je suis passé sur un bien que j'ai à 536 000 €. Je suis passé de 160 € par mois à 30 € par mois, un truc de dingue. Un truc de fou. J'y croyais même pas, je pensais que c'était un bug. Je pensais que c'était un bug. Et du coup, j'ai fait mes autres crédits. Alors, il y en a certains, notamment, tu vois, le CIC était très bien placé en assurance. Donc, tu vois, c'est un peu plus compliqué, par exemple, pour ceux qui sont au CIC, ils étaient quand même très bien placés. Donc, j'allais pas gagner grand-chose. Donc, du coup, j'ai préféré garder le levier de je rachète pas l'assurance. Pour moi, il n'y avait pas de vraie valeur à aller salir une relation. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu as toute raison. Si vraiment il y avait un grand écart, bon, là, il y avait quand même un grand écart de 130 € par mois. Bon, voilà, tu avais qu'à me faire une meilleure offre. Maintenant, quand il y a 10, 20 €,
30 euros. Voilà, faut pas risquer de salir une relation, c'est plus important. Il y a le capital gain et perte qui est important à prendre en compte. Et c'est là où, effectivement, et plus on avance, et plus il s'agit d'utiliser les bons outils. Donc, savoir que ça existe, c'est OK. Mais savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser, c'est clairement. Et d'ailleurs, on va pouvoir parler des quelques erreurs avant de passer à la suite. Des quelques erreurs que les investisseurs font quand ils vont à la banque. Ils veulent tout négocier, ils veulent tout de suite. Ils veulent le taux en dessous des autres, ils veulent la délégation d'assurance, ils veulent le zéro apport, ils veulent réduction des frais de dossier, ils veulent négociation des IRA. Et finalement, t'as même pas encore passé la porte, t'es même pas encore rentré, t'es même pas encore client, que tu veux tout. Dans ce cas-là, casse-toi, elle va te faire financer ailleurs. Quoi. Mais ça c'est un biais psychologique. L'économie-psychologie, c'est un terme comme Dunning-Kruger, quelque chose comme ça. Ouais. C'est en gros, moins t'en sais sur un sujet, et plus t'as l'impression d'en savoir. Ouais, clairement. Typiquement, tu t'es renseigné sur 3 vidéos YouTube. Ouais. Ah ouais, donc je peux négocier l'apport, l'assurance, la durée, le différé, le taux, tout. Le différé. Ouais. Les IRA. Je sais tout, je demande tout. Les frais de dossier, tout. Ah, pire erreur. Ah oui, pire erreur. Moi, les frais de dossier, je négocie jamais. Franchement, jamais. 500 balles. Alors, ça peut aller, 125, peut aller jusqu'à 1000. Il y en a certains entre. Ouais, mais au mieux, tu gagnes quoi, 500 euros? Ouais, voilà. T'économises 500 balles. Ouais. Franchement. Sur 20 ans. Vaut mieux lui laisser, il bosse pour ça, laisse-lui son pain, putain. De l'autre côté, qu'est-ce que c'est que je vois encore comme erreur? Délégation d'assurance. Direct. Ouais. Non mais franchement, tu fais le prêt, tu peux la renégocier le lendemain. Franchement, qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller négocier ça? Mais quelle erreur! Après, je vois quoi? Je vois les IRA. Alors les IRA, ça peut être intéressant. Ouais. Bon, maintenant c'est plafonné, hein, tu le sais, sur les 6 derniers mois. Donc bon. Ça peut être intéressant si tu as prévu de faire un achat-revente. Si c'est une détention long terme, franchement, est-ce qu'il y a un réel intérêt selon toi? Si tu comptes faire un investissement locatif long terme, négocier les IRA, c'est de tirer une balle dans le pied pour pas grand-chose. Et encore une fois, le fait d'aller négocier des choses qui sont totalement inutiles t'empêchera de négocier ce dont tu as réellement besoin. De quoi on a réellement besoin? On a besoin d'un différé le plus long possible pour pouvoir créer une trésorerie. Alors déjà, premièrement, pour pouvoir faire ses travaux. Alors juste un point, si tu me permets, justement pour le différé. Vas-y. Différé, certains, et c'est là où effectivement il faut rester au contact, il faut se faire accompagner, alors ou pas, mais au moins de rester au contact du marché. Pourquoi? On parlait du différé total. Ouais. Différé, il y a soit partiel. Total ou partiel, ouais. Voilà, donc partiel, on rembourse les intérêts. Les intérêts du montant débloqué. Voilà, les intérêts d'emprunt plus l'assurance emprunteur. Ouais. Quand on est en différé total, on ne rembourse que l'assurance emprunteur. Sauf qu'évidemment, si on rembourse que ça, c'est pas un cadeau. Hein. Non, tu les payes après. Voilà. Donc ensuite, les intérêts qu'on aurait dû payer sur cette période-là, ils sont donc décalés sur les échéances d'après. Bien sûr. Et donc on paye des intérêts sur des intérêts. Et là où je vais, effectivement, donc certains prôneront toujours, et peut-être que ça a été le cas à un moment, peut-être pour toi, et tu as peut-être raison, quand les taux sont très bas, différé total, ok. Parce que vraiment, on paye quasiment rien. Ouais, l'assurance à 50 balles et tout le reste, c'est du cash flow. Ouais, bien sûr. Et il y a des banques aujourd'hui, il faut le savoir, quand on fait du différé total aujourd'hui, donc on rentre dans du plus précis, mais justement, on va dans ce bien sûr, c'est le but, de se professionnaliser derrière. Aujourd'hui, sur du différé total, il y a certaines banques qui, donc, pour le coup, ça ne change pas. La première année, ça ne change pas. On ne paye que l'assurance emprunteur. Ouais. Sauf que là, on le voit déjà sur les offres de prêt. Là, on a eu un prêt à 400 000 euros. Là. L'année 2, donc la deuxième année, donc au bout d'un an de différé, donc on passe en amortissement, normalement. Oui, normalement. Ouais. Sauf que là, première année, si on ne regarde pas les lignes, la banque ne faisait payer que des intérêts pendant 1 an. Ouais, d'accord. Ah oui, la première année est perdue, quoi. Il n'y a pas de capital. Ouais. C'est terrible. Ouais. Alors qu'en fait, c'est comme si on avait 2 ans de différé. En fait, il se paye. On rembourse rien. Il se paye tout de suite au lieu de l'étaler sur la durée. Donc en fait, des mensualités à plus de 2 000 euros par mois que d'intérêt pendant 1 an. Et c'est là où je vais dire attention. Peut-être qu'aujourd'hui, selon les cas, c'est mieux d'aller chercher du différé partiel que total. Dans tous les cas, de toute façon, on l'a dit dans la vidéo précédente, c'est vraiment du cas par cas. La personne qui a 0 trésorerie, qui lance dans son premier investissement, qui a besoin de rien donner pendant ses travaux parce que ça le sécurise, à ce moment-là, même si ça coûte de l'argent, encore une fois, on le répète, à partir du moment où les revenus locatifs couvrent, même si la première année, tu payes que des intérêts, les intérêts, c'est bien sûr déductible du bénéfice taxable. Donc, bon, aujourd'hui, c'est toujours une question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que effectivement cette année de différé ou ces 2 années de différé total vont m'apporter plus que si jamais je faisais un partiel? Est-ce que j'ai le choix déjà? Parce que déjà, c'est la question. Si j'ai pas le choix, bon, je prends du différé total. Si j'ai le choix, je fais le calcul. Je demande au banquier combien me coûterait un différé total, combien me coûterait un différé partiel. Et effectivement, on voit. Généralement, moi, c'est vrai que je suis
pro différé total. Voilà, donc ça c'est vrai. Je préfère, moi, dans tous mes calculs, j'ai toujours préféré comme ça. Maintenant, je suis aussi OK pour avoir un différé de 3 ans en partiel, tu vois. Ça peut être intéressant aussi, tu vois. Même effectivement, on pourrait même du préfinancement, et là, pour le coup, c'est encore... C'est encore plus longtemps, mais on en parlera peut-être après. Mais oui, alors, effectivement, en tout cas, dans les choses à négocier, le différé first, first, la durée. Alors, pour moi. Ouais, durée, apport. Ouais, first, pour moi, first, la durée. Parce que qui dit durée la plus longue, ça c'est pas quelque chose qu'on peut renégocier tout de suite. Ensemble, enfin, ouais, voilà. C'est pas quelque chose qu'on peut renégocier tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Et puis la durée, si tu veux, lors du premier entretien, c'est plus facile que l'apport. Moi, généralement, j'attends qu'il ouvre un peu le dossier, qu'il commence à bosser dessus avant de parler de l'apport, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, je vois très bien. Ouais. Je vois très bien. Et en fait, si tu veux, le fait justement de négocier la durée, tu vois, sur le moment, je dis voilà, moi j'aimerais une durée de 25 ans et j'aimerais un différé parce que j'ai besoin de faire des travaux. Je parle de rien d'autre sur le premier rendez-vous parce que ça me permet justement qu'il commence à bosser. Une fois qu'il a mis les mains dans le cambouis, tu vois, ben, tu vois, on est dedans. Le conseiller, il est payé à l'heure. Ouais, non mais. S'il passe 3 heures dessus, t'as compris. Ça va un peu l'embêter. Ouais, voilà, c'est ça. On est d'accord. Donc du coup, moi je négocie ça parce que pour moi, ça c'est. Qui dit la durée la plus longue, alors pour certains qui regardent cette vidéo, diront oui, plus d'intérêt, mais encore une fois, rappelez-vous que la mensualité de crédit n'est pas payée par vous, mais par le locataire, que les intérêts sont déductibles du bénéfice taxable, donc aucun souci, on n'a pas besoin de se casser la tête et un jour on pourra le racheter potentiellement si les taux viennent à baisser. Maintenant, j'ai négocié la durée la plus longue, ça me permettra d'avoir bien sûr la mensualité la plus petite possible et donc de venir accumuler les crédits les uns par-dessus les autres puisque je conserve ma pleine capacité d'endettement et donc je peux, au lieu de, par exemple, si tu pensais faire un crédit sur 10 ans, eh bien aujourd'hui si tu investis 200 000 euros, sur 10 ans, ben, tu n'investis qu'une fois, sur 25 ans, tu peux en acheter 2. Et donc automatiquement, tu multiplies par 2 ta capacité à investir. Et de l'autre côté, bien sûr, l'apport au départ. Bon, on essaye de squeezer les frais de notaire pour commencer, mais on est quand même OK pour les frais de cautionnement et les frais de dossier, normal. Après, si vraiment on arrive à négocier plus, tant mieux. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus... Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le bon deal, c'est de payer au moins les frais de dossier et les frais de cautionnement et bien sûr d'aller gratter au maximum l'apport en frais de notaire. Non, ouais, mais c'est des choses que tu expliques. Encore une fois, il s'agit de savoir où on met les pieds. Faut connaître les politiques bancaires. Ouais. Et ça, je sais que c'est un truc, là, tu viens d'en parler. Là, en fait, tu parles de l'acte en main, potentiellement. Ouais. Typiquement, il faut savoir que les banques, aujourd'hui, ce qu'elles veulent, elles ont des consignes. C'est clair. C'est pas, quand on vous demande 10% d'apport, c'est pas parce que le conseiller, il veut que vous mettiez 10%. Clairement. Et clairement, ça va pas changer sa vie. Hein. Ouais, il va ni gagner plus ni moins. C'est peut-être un problème, mais ça, c'est autre chose. La banque demande 10% parce que ça représente les frais annexes. Si vous vous débrouillez en tant qu'investisseur pour avoir des techniques pour venir baisser les frais de notaire et peut-être même les faire porter par quelqu'un d'autre, eh bien en fait, et on a des cas où ça fonctionne toujours. Ouais. Tu parlais aujourd'hui du contexte avec le retournement de marché dans lequel on est. Malgré ça, il y en a encore qui font des actes en main du coup. Le fait de faire porter les frais de notaire par le vendeur. Par le vendeur. Et on a encore comme ça des financements à 108%, mais sans le savoir, parce que la banque ne finance que 100%. Tu payes tes frais de notaire, tes frais de garantie, les frais de dossier. Exactement. Et les frais de notaire, non. Donc on a mis 2% d'apport. Pour l'expliquer aux personnes qui regardent, brièvement, l'acte en main, c'est quoi? C'est j'achète un bien à 108 000 euros, enfin 100 000 euros, j'ai normalement 8 000 euros de frais de notaire supplémentaires. J'ai le choix de pouvoir demander un acte en main. Au lieu que ce soit moi qui paye donc 8 000 euros de frais de notaire sur ces 100 000, je vais dire au vendeur, on va signer acte en main et au lieu de vous acheter le bien 100 000, je vais vous l'acheter 108 000. Sur le papier, ça ne change rien pour toi parce que tu vas quand même payer 108 000, sauf que la différence, c'est que toi, tu vas les verser au vendeur et le vendeur va les verser au notaire. Une des questions qui m'arrive souvent, c'est « Ouais, mais si tu lui verses les 8 000, qui te dit qu'il va les donner au notaire ?» C'est encadré, tout transite par le notaire, il n'y a pas de négociation possible. Autre question qu'on me... moi, j'ai déjà eu. Autre question qu'on me pose, enfin généralement ce qu'on me dit, on me dit « Ah Jérémy, il faut arrêter de prendre le banquier pour un con, tu crois qu'il ne le voit pas ?» En fait, personne ne le dissimule. On ne le dissimule pas. En fait, la règle, il faut que vous compreniez juste la règle. En gros, la banque, pour être en sécurité, elle finance la valeur du bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle se dit valeur du bien plus travaux égale valeur totale. Donc, je vous invite d'ailleurs à faire une estimation de valeur vénale après travaux pour venir bétonner votre dossier. Une fois que vous aurez prouvé à la banque que le montant de votre bien plus le montant des travaux est égal à l'estimation de professionnels du marché, ben à ce moment-là, déjà, vous mettez beaucoup plus de poids pour obtenir du sans-apport. Mais si jamais, d'accord, vous arrivez en fait vers là, la banque, en fait, elle, tout ce qu'elle veut, c'est de se dire si demain vous ne pouvez pas payer, elle veut pouvoir récupérer ses billets. Donc, si je finance plus que la valeur
du bien, si demain il y a un problème, je ne peux pas récupérer mon argent. Donc si vous arrivez à prouver à la banque que la valeur de votre bien plus la valeur de vos travaux n'excède pas la valeur de l'emprunt, déjà, ce sera beaucoup plus facile de se faire financer sans apport. Et deuxièmement, si les frais de notaire ne sont pas portés par vous mais par le vendeur, effectivement, le banquier n'est pas con, il le sait. Le notaire n'est pas con, il le sait. Mais ce sont des cases. Et tu l'as très bien dit, lui il rentre dans sa case, pas de frais de notaire, ben ça passe sans frais de notaire. Point. Terminé. Fin de l'histoire. Et dans le pire des cas, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça tu mets plus d'apport et tu mets l'apport que tu aurais dû mettre au départ. Ouais, voilà, ça dépend des cas. Ça dépend des cas, mais oui. C'est ça, en fait. Ouais, bien sûr. Au pire, tu mets ce que tu aurais dû mettre dès le départ. Mais tu sais, des fois, quand je parle de l'acte en main, c'est d'ailleurs de mes vidéos qui fonctionnent le mieux parce que les gens, ils connaissent pas. Donc, c'est n'importe quoi, tiens, enfin, tu vois, ils savent pas, tu vois. Donc, quand je leur explique, mais ils pensent que, tu sais, on dissimule, on prend le banquier pour un con, tu vois. Mais pas du tout, le banquier est au courant. Personne ne dissimule rien, on n'arrive pas en disant, ah ben non, moi, il n'y a pas de frais de notaire. Il le sait très bien, c'est marqué dans le compromis. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. C'est pas le seul, parce que derrière le dossier il passe en validation. Mais oui, etc. bien sûr. Tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait, bien sûr. C'est marqué sur le compromis de toute façon. Toi-même, tu as connu, tu sais, cette période où, par exemple, il te disait le banquier passez en SRL de famille, ça passera tout seul, passez en SCI comme ça passera tout. Les banquiers veulent financer, ils vous donnent les leviers pour le faire et terminé. Et aujourd'hui, l'acte en main fait partie des leviers qui sont légaux pour pouvoir justement éviter de payer les frais de notaire. Donc arrêtez de vous insurger, il faut se former et apprendre les bonnes méthodologies. Voilà, et d'autant plus quand vous connaissez effectivement donc les avantages de tout le monde. Typiquement, si tu mets moins d'apport, peut-être que pour justement mieux le faire passer auprès de ton banquier, si éventuellement ton banquier te dit quoi que ce soit là-dessus, et bah écoutez, plutôt que de les mettre en apport, les fameux 8 000 ou les 16 000 si c'est un bien à 200 000 euros, moi je vous invite à m'ouvrir une assurance vie qui en plus va faire en sorte d'améliorer ses objectifs, ses primes, etc. Et puis voilà, vous faites un virement programmé de 100 euros par mois et tout va bien, quoi. Exactement. Et pour en revenir, donc, tu parlais de la durée. J'ai parlé de la durée, l'apport. L'apport, ouais. Typiquement, c'est de revoir ses priorités. Alors, quelles sont les priorités dans ton opération financière. Durée et apport. Ouais. Et retenez surtout, c'est en fait de se laisser le plus de portes ouvertes possible. L'investisseur, c'est ça, c'est de se laisser le plus de portes possible. Clairement. Pourquoi ? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, si tu as une durée sur 20 ans, tu peux pas la passer à 25 ans. Ouais, c'est ça. Tu as du 25 ans, tu peux le passer sur 20 ans. Exactement. C'est ton choix. L'apport, tu mets le minimum. Ouais. Tu peux réinjecter de l'argent derrière. Tu peux mettre plus. Ouais. Tu peux faire des remboursements par anticipation. Clairement. Tu peux pas récupérer ton argent. Non. C'est-à-dire que tu mets 50 000 euros alors que tu aurais pu mettre que 20 000 d'apport. C'est foutu. Et que tu as une autre opération, désolé, mais ton argent, tu peux pas le récupérer. C'est ça. Ou alors, il faut vendre le bien, il est bloqué. Mais bon, c'est pas liquide. Ah ben non, c'est pas liquide du tout. Donc, c'est vraiment pour moi, first, durée, bien sûr, apport, et bien sûr, le différé. Le différé, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je le répète, le différé d'emprunt, ça te permet tout simplement d'avoir un délai pour pouvoir faire tes travaux. J'achète un bien, quid avec, je sais pas, 100 000 euros de travaux. Ils vont pas se faire du jour au lendemain. Il faut compter pour une rénovation globale entre 8 à 12 mois, mais généralement, on est à peu près sur 10 mois de moyenne, en moyenne, si tout va bien. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir demander à la banque un différé pour pouvoir réaliser ces travaux de la meilleure des façons. Une fois que tu as terminé ces travaux, surtout, ne demande pas à faire commencer ton emprunt. Il va falloir que tu bénéficies et que tu profites de ces mois supplémentaires pour pouvoir toucher tes loyers sans forcément avoir un crédit en face. Alors, je sais ce que tu vas me dire, mais Jérémy, c'est nul ce que tu dis parce que je vais quand même payer des intérêts pour rien et je n'amortis pas le capital. Mais en fait, on s'en fout parce que la vision de l'investisseur, c'est que aujourd'hui, moi, tout ce que je peux prendre maintenant, je le prends maintenant parce que ça va me servir autre part. J'ai investi dans ce bien-là, j'ai mis mes locataires en place, ça y est, le système, il fonctionne tout seul. Qui dure 20 ans ou qui dure 25 ans pour être payé, je m'en fous. Je viens de mettre un système en place où, quoi qu'il arrive, ça va s'auto-payer, sur lequel j'ai des assurances décès, invalidité ou perte totale d'autonomie, qui veut dire que grâce au crédit, grâce à l'assurance, si demain je suis malade, c'est payé, si demain je meurs, c'est payé, si demain je perds mon job suivant l'assurance que j'ai prise, c'est payé. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de plus sécuritaire qu'être endetté. Donc en tout cas dans l'immobilier, je parle. Donc aujourd'hui, plus vous aurez de crédit, plus vous aurez d'assurance, plus vous serez sécurisé. Donc la question, elle est squeezée direct. Et de l'autre côté, une fois que tu as mis ton système en place et donc que tu as ton investissement qui s'autofinance, dans ce cas-là, tu récupères au bout de 10 mois, allez, on va dire au bout de 10 à 12 mois, tes locataires qui te donnent une trésorerie pendant 12 mois. Cet argent-là que la banque te donne, c'est ça qui est génial, tu fais de l'argent sur l'argent. Tu récupères cet argent-là, la banque va te dire, ouais, mais pour le prochain investissement, je vous demande un apport, pas de problème. Tu lui donnes, puis tu refais un différé, puis tu récupères de la trésorerie, puis tu recommences et finalement, tu utilises toujours l'argent de la banque pour pouvoir donner de l'apport. Donc oui,
Sur le papier, tu donnes de l'apport, mais c'est la banque qui te donne l'argent pour que tu lui rends. Voilà. C'est génial. Et puis, c'est génial. Et la transition, je pense, est tout faite, puisque tu dis que, pour le coup, être endetté en immobilier, c'est moins en fait ton problème que celui de la banque. Ouais, clairement. Et donc ça s'explique en fait de manière factuelle, encore une fois. Pourquoi ? Parce que, et donc là, on va y venir. Quand tu multiplies les acquisitions, comme tu viens d'expliquer, on achète un premier, on se rembourse déjà son apport grâce au différé, ce qui permet alors non pas de partir du jour au lendemain sur un somme beaucoup plus gros. Step by step. Il s'agit d'avoir une cohérence au niveau des montants d'investissement. Mais, et c'est là où on le comprend, comment dire, le risque, c'est pas vous qui le portez, mais c'est la banque. Clairement. Et en fait, ça s'explique parce que, donc on le voit rapidement, la première acquisition souvent est relativement facile à faire. On est sous les 35% d'endettement, vous avez calculé votre CAPA d'emprunt, ce que tout le monde sait faire. Ouais. Ok. On part sur un premier investissement, tout va bien. Les contreparties, domiciliation des revenus, etc. Le deuxième, c'est déjà différent. Ouais. Parce que si le premier, on l'a passé en RP, par exemple, donc le deuxième, c'est un locatif, sachant que la banque, a déjà, en tout cas, c'est moins la priorité de la banque que de financer du locatif, que de la résidence principale. Même si la résidence principale, qu'on se dise, elle peut se transformer en locatif si vous avez un changement de vie. Par tout exemple, est possible, tout est possible en termes de présentation. Voilà. Et là où c'est en vrai le plus compliqué pour l'investisseur, et c'est là où il peut y avoir vraiment une dissension, et tu la sens peut-être auprès des personnes que tu formes, c'est que la première, voire les toutes premières acquisitions sont très faciles. Et après, c'est tout de suite, c'est pas un peu plus dur, c'est tout de suite beaucoup plus dur. Ouais. C'est un gap. Et après, ça redevient plus facile. Ouais, clairement. Ouais. C'est un gap. Tu arrives au sommet d'une montagne. Pourquoi ? La question, c'est pourquoi. Et donc, ça nous fait la transition avec, c'est parti. avec le reste. Donc, encore une fois, pour multiplier les acquisitions, il s'agit d'en faire une première, donc une deuxième, une troisième, on l'a bien compris. Et là où c'est le plus compliqué, c'est effectivement et évidemment quand on arrive au fameux 35% d'endettement. Voilà. Parce que cette frontière-là est hyper rigide. Je vous le dis, on en fait tous les jours. C'est en se professionnalisant qu'on peut dépasser les 35%. Là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Dans la généralité, je suis d'accord. Et donc, alors, justement, dis-nous alors, selon toi, donc, comment on fait donc pour sortir du fameux HCSF ? Je ne sais pas si tu veux en... Ouais, bien sûr, on peut y aller. Le Haut Conseil de stabilité financière, c'est celui donc qui décide, grand Manitou, des règles, des 35%, de la durée de 25 ans, machin, qui d'ailleurs, maintenant, tu as vu, on peut dépasser les 25 ans, tu as certainement vu, on peut faire du 25 ans plus 2 ans de différé, 3 ans même, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 27, ouais. En tout cas. 27. Donc on revient un peu... Ça ne va pas durer longtemps, mais bon, on l'avait dit, de toute façon. Et finalement, pour pouvoir donc sortir de ces règles, il faut déjà sortir du nom propre. À partir du moment où je ne suis plus une personne physique, mais je suis une personne morale, et là, je vous attends, les haters. Parce que quand je dis ça, quand j'ai fait des vidéos là-dessus, tu sais, où je dis, voilà, tu passes en société, etc., mais ça n'a rien à voir. On demande quand même l'endettement. Ils regardent quand même ton endettement, tes cautions. Je dis, attends, qui prend l'emprunt ? Est-ce que c'est moi, personne physique, ou est-ce que c'est la société, personne morale ? Ah ben c'est la société, ok, très bien. Donc qui est endetté ? Ah ben, la société, très bien. Alors du coup c'est la société. Oui mais regarde quand même toi, oui je suis cautionnaire, mais la SCI va acheter un bien et il va y avoir une hypothèque sur le bien, donc elle s'autosuffit, tu vois. Mais effectivement il y a une caution qui est prise, à plus ou moins, ça dépend les pourcentages, c'est négociable aussi, peut-être que tu nous le donneras un peu plus en détail, mais on n'est pas obligé d'être caution à 100%, on peut avoir une caution qui est amoindrie. D'ailleurs je vous invite à gratter le plus possible pour qu'il y ait le moins de caution sur vous, mais ça fait partie déjà des premières règles. Ouais. Alors, la règle, déjà, en pro, c'est qu'il n'y en a pas. Oui. Alors, ça, il faut juste le dire. Ah oui, mais clairement. Parce qu'en société, tu peux et tu vois tout. Voilà. C'est au bon vouloir de l'interlocuteur. Ouais. Ah, mais clairement. Ah, oui, mais clairement. Oui. C'est pour ça que vous allez entendre qu'en SCI à l'IS, on va regarder l'endettement. C'est pour ça que vous allez entendre qu'à SCI à l'IS, on ne regardera jamais l'endettement. Mais oui, il m'a dit que si. Bah oui, mais non, mais si. Et oui, les deux existent de toute façon. Ouais, clairement. Donc déjà, tout est possible. Ouais. Après, donc ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas non plus prendre le banquier pour plus naïf qu'il l'est, pour ne pas dire autre chose. Typiquement, exemple, pour la majorité d'ailleurs, c'est ça. On investit une fois, 2 fois, 3 fois en nom propre. Certains beaucoup plus. Bon, admettons, 2-3 fois en nom propre. Et on arrive au fameux 35% d'endettement. Donc là, il y a une phase de transition. La transition, elle vient d'être faite. Il s'agit de passer en société, de se professionnaliser. Sauf que on ne devient pas pro du jour au lendemain. Non. Pourquoi ? Parce qu'on va ouvrir une société. La société, c'est une bulle. Ouais, c'est clair.
Ok, j'ai été chez le comptable, il m'a fait un papier. Ouais. Waouh. Faut la remplir la bulle. Ah ouais, t'es un gros investisseur. Ouais, clair. Voilà. Ouais, je comprends. Ce qu'il faut dire, c'est que pour certaines banques, il y a des règles. Par exemple, on a certaines banques qui vont nous dire on peut vous financer hors HCSF, donc hors endettement. Ouais. Déjà là, c'est bien ça. Dans l'esprit de l'investisseur. Ok. Ça fait du bien. Après, apport duré. Sur 20 ans, Ah, c'est bien. de l'habitation sur 20 ans, 10% d'apport. Waouh. Bah, tu te dis, ça y est, c'est bon en fait. J'ai tout ce que j'avais moi en nom propre, Ouais. j'ai la même chose là, il y a un truc. En illimité. Alors, vous allez me dire, le facteur limitant, c'est l'apport. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que certaines banques, et encore une fois, certaines, vont vous dire, on peut faire ça à la condition, la double condition, que la société ait déjà de l'ancienneté. Ouais. Parce que ta société, elle est pro, mais elle est vide, donc elle n'est pas pro. Ouais, bien Donc, sûr. elle est déjà 1, 2, 3 ans d'existence. D'où l'intérêt d'ouvrir des sociétés très tôt. Relativement tôt, et Ouais. qui ait déjà des biens, des flux qui tournent à l'intérieur. Alors je ne vous dis pas ici de commencer à investir en société avant d'avoir dépassé les 35% en nom propre. Ce que vous allez me dire, et là je donnerai peut-être une image qui va parler à d'autres, mais comment je fais pour être habitué si j'ai jamais commencé en fait, quoi. Comment je fais pour être pro si j'ai un... Comme quand tu rentres dans une boîte de nuit. Voilà, c'est bien. T'arrives à la part, j'adore le physio. On fait rentrer que les habitués. Mais comment Voilà. je fais pour être habitué Exactement. si je suis jamais rentré? Donc voilà, et c'est là où il faut à un moment se structurer, avoir une vision qui est peut-être un peu plus long terme et vraiment dézoomer pour prendre du recul là-dessus. Et puis pour d'autres banques, bien sûr, eh bien vous allez pouvoir, dès la première société, passer hors HCSF. Ouais, clairement. Ça ne veut pas dire qu'on va partir encore une fois sur des montants qui sont complètement décorrélés. Donc là, il y a une vraie formation. D'ailleurs, je ne sais pas si d'ailleurs tu proposes la formation pour... Bien sûr, ouais, je parle de la SCI, de tous les leviers d'investissement, ouais, tout à fait. Voilà, donc encore une fois, typiquement, voilà, il s'agit d'avoir... on peut être formé en nom propre et puis découvrir en fait le nouveau monde de l'investissement professionnel. Ouais, clairement. Je parle de la holding, je leur apprends bien sûr tous les prémices. C'est-à-dire le néophyte qui ouvre sa première société, qui ouvre sa holding, comment ça fonctionne, etc. Ouais. Et ça fait partie de la transition obligatoire. Et avec plein de stratégies. Donc peut-être d'ailleurs aussi que tu expliques qu'il y aura deux stratégies. Soit la première, celle qu'on vient d'évoquer, d'avoir une société, une belle SCI par exemple, avec plusieurs biens à l'intérieur, une vraie société professionnelle qui fait des flux, du cash flow, on voit que c'est bien géré, etc. Ou ça peut être un avantage. Ou alors... diviser pour mieux régner. Peut-être pas pour mieux régner, mais alors là, pour le coup, c'est un conseil qui peut valoir quand même, je pense, un petit peu d'argent. Typiquement, il faut savoir que certaines banques, et j'imagine que tu en parles, peuvent vous faire... Alors, il existe ce qu'on appelle des délégations en banque. En gros, c'est un pouvoir de décision que va avoir tel ou tel conseiller en agence. Exemple, vous investissez sur un bien jusqu'à 400 000 euros. Celui-ci n'aura pas besoin de demander de validation outre mesure tant que vous restez sous le seuil des 400 000 euros. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'en société et pour certaines banques, on aura accès à cette délégation-là par société. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que, ok, monsieur untel, Jérémy, je m'adresse, donc voilà, je suis à 35% d'endettement, comment je fais? Vous ouvrez une société. Ok, donc j'ai le droit jusqu'à combien? 400 000 dans l'agence. Ok, et si j'en fais deux? 2 fois 400 000. Donc c'est pour ça où, encore une fois, tout est possible, plusieurs stratégies. Clairement. Il s'agit encore une fois de faire du sur-mesure et de pouvoir, donc voilà, un certain nombre de... Et puis on peut encore en discuter longtemps, mais voilà, énormément de stratégies justement pour... Pour faire un résumé, puisqu'on arrive au time bientôt de cette vidéo, pour faire un résumé, en fait, on est d'accord, Samir, toi qui as aussi de l'expérience, moi ça fait 8 ans, toi aussi, sur le marché immobilier, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de choses toutes faites, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de meilleure stratégie. Aujourd'hui, la meilleure stratégie, j'aurais peut-être dû appeler ma formation Go Mesure même, mais vraiment... Go sur mesure. Ouais, Go sur mesure, parce que pour de vrai, c'est vraiment ce que je prône depuis le départ. Et comme je dis, en fait, justement, de connaître toutes les différentes méthodologies, tous les différents fonctionnements, rester ouvert vous permettra toujours... Même au moment où on vous dit l'immobilier courte durée, ça fonctionne pas, le machin, la sous-location, ça fonctionne. Tout fonctionne. Même, je vais même parler pour tous mes concurrents, même eux, ça fonctionne. Tous. Tout fonctionne. La seule chose, c'est qu'il faut que ça soit corrélé avec ce que tu possèdes en termes de ressources financières, en termes de capacité, en termes de temps, en termes aussi de capacité émotionnelle.
Parce que si tu as peur d'aller acheter un immeuble de rapport, ne le fais pas, achète un appartement. Si tu as peur de faire de l'achat-revente, commence d'abord par une location simple. Allez aussi s'écouter et derrière, bien sûr, tes connaissances. Aujourd'hui, en fonction de tes connaissances, tu vas t'orienter. Combien tu veux gagner dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent? Est-ce que tu veux préparer ton patrimoine, ta retraite, etc. Tout ça, c'est des éléments qui font que tu mets tout ça dans un saladier et pouf, ça sort ta stratégie. Qui peut la dessiner à ta place? Je ne te connais pas. Tu le connais, toi? Je ne te connais pas. Donc aujourd'hui, dire que cette méthode est faite pour tous les Français, c'est un mensonge. La réalité, c'est que l'investissement immobilier, et heureusement d'ailleurs, c'est très vaste. Comme tu l'as très bien dit, Samir, les banquiers sont tous différents. Les systèmes bancaires, les systèmes de cautionnement, on n'a pas le temps d'en parler, mais les systèmes de cautionnement sont tous différents. Tout est différent. Et en fait, aujourd'hui, pendant que certains restent bloqués, pensant que leur schéma de vérité est leur vérité, comme d'ailleurs ça m'est arrivé d'avoir des élèves qui m'ont dit « ma banque m'a dit non ». Donc toutes les banques vont me dire non. Ah bon, parce que ta banque, c'est le Dieu tout-puissant de la banque qui te dit non, c'est non. Sauf que sa banque, tu sais, elle a déjà tout. Elle a déjà les allers-retours carte bleue, les assurances, les machins. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te... Elle n'a aucun intérêt à te prêter plus. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les banquiers qui sont assez smart te disent allez faire une demande ailleurs et dès que vous avez l'offre, vous me la ramenez, on s'alignera. Parce qu'en fait, ils peuvent plus, ils sont pieds et mains liés parce qu'ils vous ont déjà tout donné, parce qu'il vous a déjà tout pris. Donc c'est ça en fait. Le but, c'est d'avoir des contreparties et de comprendre que le marché immobilier, c'est ça. Pas de meilleure stratégie, formez-vous, apprenez au maximum tout ce qu'il y a à savoir sur l'investissement immobilier, ne négligez aucun levier, ils sont tous bons, d'accord, tous bénéfiques, courte durée, longue durée, sous-location, colocation, co-living, achat-revente, tout est bon, d'accord, à vous de faire votre sauce et puis de tirer le meilleur parti. Puis on peut leur dire du coup... On peut bien sûr. On peut leur dire, ouais. Parce que du coup, c'est intéressant parce que... Je pense que tu as amené une idée qui est intéressante. Donc là, tu vas sortir du coup une nouvelle formation. Ouais. Algorithmée. Ouais, tout à fait. On met en fait son profil, c'est ouais, ça? Tout à fait. Salarié, non salarié. Exactement. Ses revenus. Ouais. L'objectif. Ses objectifs. Tout à fait. Tu fais une formation qui est adaptée au profil. Exactement. Okay. Non, je fais mieux que ça. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, même te sortir, même si tu rentrais tous tes critères et que je te sortais la formation parfaite pour toi, elle ne serait pas parfaite. Là où c'est parfait, c'est si tu apprends tout. Et qu'une fois que tu as tout appris, parce que des fois, tu as l'impression que c'est ça qui va te correspondre, et en le faisant, tu vas dire « Ah putain, ça me fait chier en fait, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. » On se découvre. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il faut se laisser le droit d'aller chercher, d'aller découvrir. On se connaît mal. Ouais, mais on se connaît pas du tout, parce qu'au départ, on répond avec nos peurs, avec nos doutes. Ouais, avec ce qu'on a envie de faire, mais peut-être que c'est pas là où on est. Ouais, mais la plupart de nos décisions sont prises par nos émotions au départ. Et non pas par quelque chose de factuel. Ou parce qu'on connaît un petit peu, donc ça. on se dit c'est ce qui va fonctionner. C'est rassurant. Ouais. C'est rassurant. Tout est une question d'émotion. Si je connais un peu, ça me rassure. Surtout et comme ça me rassure, je vais par là. Mais ça ne veut pas dire. Ou alors, mon père a fait ça, je veux faire ça. Tu vois. Et la dernière fois, je parlais avec une fille qui est devenue élève et elle me disait mon grand-père, il a voulu essayer de me décourager parce que il a acheté de l'immobilier et il a acheté peut-être 30 biens et du coup, il a tout vendu parce qu'il se faisait défoncer par les impôts. Et là, c'est typique parce que tu sais, des fois, tu dis ouais, mais la personne qui t'en a parlé, il n'a pas investi. Là, finalement, il avait investi et je lui ai posé une question. Il m'a dégoûté, quoi. Ouais. Et je lui ai posé une question et je lui ai dit tu as posé la question à ton grand-père, quand il s'est lancé, est-ce qu'il s'est formé avant de se lancer? Alors à l'époque, ça n'existait pas. Tu vois. Donc, en fait, à l'époque, on investissait juste parce qu'on ne savait pas quoi faire notre argent et surtout, pas parce qu'on ne savait pas, genre on en avait trop, mais parce que c'était le seul levier qu'on connaissait. Et finalement, ça peut arriver aussi que vous ayez dans votre entourage quelqu'un qui vous dise n'investis pas dans l'immobilier parce que c'est pas bon, c'est pas rentable. Mais qui vous dit que cette personne a mis tout ce qu'il fallait en place avant de se lancer? Est-ce qu'il s'est formé? Est-ce qu'il a pris le temps d'apprendre? Parce qu'aujourd'hui, ça aussi, ça en fait partie. Donc surtout, ne mettez pas votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Prenez le temps d'apprendre le maximum de choses possibles pour pouvoir justement avoir la tête assez lucide par rapport aux opportunités pour pouvoir vous diriger vers la bonne solution qui répondra bien sûr à vos besoins. Soyez et restez toujours ouverts. Ne négligez aucun levier. Apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier. Dessinez votre meilleure stratégie. Gagnez de l'argent et devenez heureux. Voilà. Et je pense que c'est bien. Et votez pour moi, Jérémy, président. Samir, merci beaucoup pour cette V2. Plaisir. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on fera peut-être même une V3. Soyons fous. Ouais, soyons fous. Demain. Non, mais je pense qu'on fera peut-être une V3 parce que voilà, le monde du crédit, c'est quand même assez vaste. Mais au vu de nos expériences communes, je pense que le message, il est assez fort, il est assez puissant. Est-ce que tu veux dire une dernière chose à toutes les personnes qui écoutent? Non. Encore une fois, on parle beaucoup d'investissement en immobilier.
J'aime aussi la possibilité de se laisser les portes ouvertes. Donc, si ça vous intéresse, j'ai envie de dire, investissez-vous dans ce qui vous intéresse. On parle d'immobilier, on peut parler d'autres choses. Et peut-être d'ailleurs que l'immobilier, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, en fait. Ouais, clairement. Et peut-être parce que, et encore une fois, moi, je connais aussi des personnes qui se sont formées et qui n'ont jamais réussi à passer à l'action. Alors, il n'y a aucun jugement. Peut-être qu'elles ont raison. Ouais. C'est peut-être que c'est pas fait pour elles. Peut-être que c'était pas le bon formateur aussi. Peut-être que c'était pas le bon formateur aussi. Et encore une fois, aussi pour dire que c'est pas fait pour tout le monde. On gagne de l'argent. Certains gagnent beaucoup d'argent. Et évidemment qu'on n'a rien sans rien. Il faut trouver le levier qui nous correspond le plus. Il faut avoir vraiment envie, se donner les moyens. Et une fois qu'on a vraiment cette envie, par contre, il faut se faire accompagner. Enfin, voilà, en tout cas, se former, se faire accompagner ou pas. Après, c'est selon. Et au moins, si vous le faites, voilà, auprès de bonnes personnes. Et puis, écoute, j'ai été ravi en tout cas de partager ça avec toi. Avec grand plaisir. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras tout le nécessaire pour pouvoir justement te former gratuitement, je le répète. Et si bien sûr tu veux aller plus loin, je me ferai un plaisir de t'apprendre, pas la méthode, mais les méthodes pour que tu construises ta méthode. À très vite dans une future vidéo.